Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Quand on parle de livres, de conseils de lecture, de prescriptions, c'est souvent, voire même toujours, consciemment ou pas, la figure du roman, de la littérature avec un grand L que l'on convoque. Pour nous, il aura fallu attendre la 5e invitée pour aborder de plein pied la fiction. C'est avec une romancière originale et à l'univers mental riche et puissant que nous allons donc nous y consacrer, même si, vous vous en rendrez compte rapidement, les thématiques sociales des précédents épisodes ne sont jamais bien loin. Un mot sur l'enregistrement. Malheureusement, le son grésille parfois un petit peu, mais à culpa. Mais le fond rattrape la forme, soyez-en sûrs. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Sigolène Vincent. Bonjour Sigolène. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. On va regarder ensemble, parcourir ensemble tes lectures personnelles, puis tes lectures professionnelles, si on arrive à suivre ce cadre. Mais c'est surtout, une façon de découvrir et regarder ensemble quels livres t'ont inspiré, vers quoi tu tends, vers quoi tu as envie d'aller, ou éventuellement qu'est-ce qui t'intéresse le plus. Avant de commencer avec tes premiers souvenirs de lecture, comme on fait à chaque fois, je vais t'indiquer la citation avec laquelle notre invitée précédente, Chloé Paté des éditions Anamosa, a terminé son entretien. Je te propose de réagir un petit peu là-dessus, et puis ensuite on attaquera l'entretien à proprement parler. Donc c'est une citation d'Henri Bayer, une citation de 1904. Donc c'est son caractère, historique qui est remarquable dans un livre, et ça commence bien, qui s'appelle La crise du livre. Et donc il dit la crise du livre est une maladie chronique qui tient à sa nature même. Il en souffre depuis sa naissance. Il en vit, il en vivra, il n'en guérira pas et il n'en mourra pas. Il est immortel. Alors, je trouve cette citation assez complexe. Elle relève presque de la dissertation. Moi, de cette citation, ce que je retiens, c'est de la souffrance. Donc, c'est le livre souffre, il agoniserait presque, il serait presque moribond, puis à la fin, finalement, il survit à tout. Et je comprends que ce soit une citation choisie par une éditrice, plus que par une lectrice ou un lecteur ou un auteur ou une autrice, parce que je pense qu'il y a moins d'enjeux, par exemple économiques ou financiers. Là, je ne parle pas du tout de la pensée que l'on peut retrouver au creux d'un livre, la pensée, l'imagination. Mais ça me fait penser, comme ça, sans trop réfléchir, au coût économique du livre, plutôt à la crise existentielle du livre. Ça, pour moi, comme ça, tout de suite, ça sonne plus comme une crise économique qu'une crise existentielle. Mais là où c'est rassurant, c'est que à la fin, le livre gagne, visiblement. Voilà. Visiblement, on va espérer, on va y œuvrer. Merci. On va commencer quasiment par le début. Tu m'as indiqué dans la petite liste que tu m'as envoyée en amont de l'entretien, si j'ai bien vérifié, 2 albums jeunesse, dont j'imagine que ça doit être parmi tes tout premiers souvenirs de lecture. Donc je te propose d'en parler de l'un des deux, ou des deux comme tu le souhaites, selon comment ça s'articule, sachant qu'il y en a un dont je vois qui a l'air lié à la mer, avec lequel je vois quand même des résonances assez évidentes avec la suite de tes lectures. Donc je te laisse nous en présenter un des deux, ou les deux comme tu le souhaites. Alors les deux que j'avais choisis pour les lectures de jeunesse, c'est L'épave du Zéphyr de Chris Van Allsburg, qui était à l'école des loisirs, et Joselito, qui est un petit livre paru au Père Castor d'Albertine Deletaille. Alors Joselito, je l'ai lu et je l'ai toujours d'ailleurs, ce livre, avant L'épave du Zéphyr. Mais L'épave du Zéphyr est un livre fondateur pour moi, dans la mesure où il m'a été offert par un libraire à Djibouti. Donc moi, j'ai grandi à Djibouti, à la Corne de l'Afrique. Et il y avait un libraire, Monsieur Arnaud, qui s'était entiché de la petite fille que j'étais. Et toutes les semaines, il m'offrait un livre.
Euh, le week-end à Djibouti, c'était le jeudi et le vendredi. Et le jeudi après-midi, j'allais toujours dans sa librairie. Et donc, il m'offrait un livre et il m'a offert L'épave du Zéphyr. Sur la couverture, on voit un voilier pris dans la tempête. Et, euh, et donc, c'est surtout la fin de ce livre qui est assez marquante parce qu'on voit tout un tas de voiliers qui naviguent dans le ciel, en fait, qui s'envolent dans le ciel. Et je peux ramener aussi ça à la lecture enfant d'une nouvelle de Jean Supervielle, L'enfant de la haute mer. Voilà. Donc moi, je suis très marquée par la mer, les lectures de mer, et par cette enfance. Je vivais en bord de mer Rouge. Et ces lectures de mer et cette enfance, donc à la Corne de l'Afrique, qui était bercée par les poètes Afar et Somali, et également par ceux qui étaient passés par là, donc Arthur Rimbaud, Hugo Pratt. Quand j'étais Mhm. enfant à Djibouti, parfois j'allais manger un poisson yéménite dans un restaurant qui s'appelait Chez Youssouf. Et à la table d'à côté, il y avait Hugo Pratt. Et donc, voilà, tout s'entremêle, tout s'imbrique. Les lectures de livres d'enfants sur la mer elle-même, voilà, euh, tous les jours à la mer. Et, et ces poètes qui sont passés, évidemment, Arthur Rimbaud également, à Djibouti. La mer allait avec le soleil. Donc voilà, ça forme un tout et ça fait les bases effectivement de ce que je vais aimer lire plus tard et ce que je voudrais écrire, ce que je tente d'écrire. Oui, et c'est vrai que ça, c'est un élément Djibouti, avec le lien que tu fais ensuite avec également Hugo Pratt, c'est un lien qu'on peut voir et qui, entre guillemets, explique des choses. C'est vrai que là, même, c'est une facilité, mais en voyant le nombre de livres liés à la mer dans ta liste, et tu es l'autrice, entre autres, dans le livre qui s'appelle quand même Maritima, on voit que c'est un élément plus qu'important. On pense forcément homme libre, femme libre en l'occurrence, toujours tu chériras la mer, etc. Mais Mm. est-ce que tu peux nous parler? Moi, je serais ravi d'en parler un petit peu parce que jusqu'à présent, on a eu peu d'intervenants qui nous ont parlé de bande dessinée, ce que à titre personnel, je déplore. Et là, tu as ouvert la brèche toi-même. Est-ce que du coup, tu veux bien nous parler un petit peu de ta perception par exemple, du monument Hugo Pratt. Et après, je veux bien qu'on dise deux, trois mots du transpersonnage, si tu le veux bien. Alors, en fait, c'est que toujours enfant à Djibouti, j'allais à la bibliothèque au Club des cheminots. Donc, c'était un ancien club qui était tenu par les cheminots qui travaillaient sur la ligne de chemin de fer Addis Abeba à Djibouti. Mhm. Et il y avait beaucoup de bandes dessinées. Et parmi ces bandes dessinées, enfin, on avait des bandes dessinées tout à fait euh, réservées aux enfants, mais également la BD adulte des années 80, puisque j'étais enfant dans les années 80. Et donc, très tôt, dès l'âge de 8 9 ans, j'étais sensibilisée à cette BD des années 80 pour adultes. Mhm. Moi, mes premiers chocs en fait, littéraires viennent de la bande dessinée. Donc, ça commence par Silence de Comès, qui est pour moi un livre très important que j'offre souvent. Ensuite, donc, il y a ce transpersonnage de Loeb et Rochette, euh, qui est pour moi un vrai bouleversement. Je crois que je le lis à 9 ans et c'est au même moment que je vois La planète des singes et Soleil vert. À Djibouti, il y avait 2 cinémas en plein air et il passait ce genre de film-là avec quelques années de retard. Et donc, le transpersonnage vraiment m'éveille à la catastrophe écologique et à plein de choses. Et en plus, moi, je suis à Djibouti, je vois assez peu la neige. Et tout de suite, ça frappe mon imaginaire. Et quelques années plus tard, à l'occasion de la sortie du film Transpersonnage, je prends mon courage à deux mains et je contacte Jean-Marc Rochette. Et, et je le rencontre et je lui explique comment cette première bande dessinée du Transpersonnage, ce premier tome, a bouleversé ma vie, ma façon de penser. Et voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler, surtout pour la partie, tu as parlé de catastrophe, est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire du transpersonnage? Alors, l'histoire des transpercenages, on imagine, dans le premier, on ne décrit pas la catastrophe qui a précipité euh, la situation qui fait qu'il y a ce train qui jamais ne s'arrête.
dans la neige, on n'a pas l'explication de ce qui s'est passé. Alors moi, enfant, j'ai pu imaginer que c'était comme dans La planète des singes, une guerre, le nucléaire qui a anéanti toute vie, mais ça peut être aussi bien un cataclysme climatique, comme on l'expliquera finalement plus tard. Ça deviendra ça, le cataclysme climatique, et donc des survivants de l'espèce humaine qui sont enfermés dans ce train qui est obligé de rouler éternellement. On ne sait pas qui est le conducteur. Et il y a aussi la dimension politique, et c'est comme ça, à l'âge de 9 ans, que je commence à enfin, avoir les prémices de ce que peut être la politique, en sachant que j'ai un père qui est très militant, très engagé, à gauche. Et donc, il y a une hiérarchie dans ce train, et donc il y a les wagons de tête où vivent les classes, on va dire, supérieures, et en fin de convoi, la lie enfin, ce qu'on appelle la lie de la société, la misère, et comment le héros, Prolof, va à un moment fomenter une genre de révolution, en tout cas veut savoir. Mais je me dis que c'est moins par politique que par souci poétique de savoir ce que renferme ce train, qui le conduit, et jusqu'où on va aller comme ça à tourner autour de la Terre. Et, euh, et voilà, donc moi, ça m'a donné une conscience de nos fragilités, de notre fragilité, conscience de cette lutte des classes que je poursuivrai plus tard en étudiant l'économie, en faisant du droit du travail, donc la philosophie du droit du travail, etc. Et aussi de l'amour quand même, parce qu'il y a une histoire d'amour, et elle est tragique puisque la femme va mourir de froid, si mes souvenirs sont bons. Enfin, j'en suis à peu près sûre que la femme meurt de froid. Mm. Et, euh, et voilà, et quand on lit ça jeune, euh, pourtant j'étais joyeuse hein, de vivre. Non, non, mais dit comme ça, c'est étrange parce que du coup, la bande dessinée, ce livre-là pouvait euh, avoir un effet comment dire, je pouvais exulter avec ça, parce que moi, je vivais sous un soleil de plomb, Mm. il y avait la mer, voilà, tout était clair, c'était très lumineux, et je pouvais quand même comprendre sous la chaleur accablante de Djibouti ce que pourrait être l'avenir de l'être humain, l'avenir de la planète. Et voilà, parce que moi, j'ai grandi, donc en 85, il y a eu la famine en Éthiopie, et j'ai vu ce que pouvait faire le soleil quand il tape très fort. J'ai pu voir ce que c'était. Enfin, pas sur moi, hein. Moi, j'étais du côté des nantis, enfin, j'étais du bon côté de la barrière. Mais il y avait des épidémies de choléra, le manque d'eau. J'ai vu les effets que ça avait sur les corps, le manque de nourriture et le manque de moisson. Donc voilà. Ouais, dans une expérience très concrète, mais qui du coup, entre autres, à travers Rochette et le transpersonnage, comment dire, tu pouvais relier ce que tu avais lu, cette expérience-là, à des choses que tu avais vues ou vécues, mais c'est Enfin, vrai que c'était pas conscient parce que j'étais vraiment petite quand même. À l'âge de 9 ans, je ne pouvais pas comprendre vraiment tout, c'est-à-dire par sensation. oui. J'avais la sensation de. Après, c'est aujourd'hui que je conscientise tout ça, que j'arrive à faire le lien. Mais enfant, c'était juste, ça relevait de la perception seulement, un truc dans l'air, quoi. Ça a infusé, mais c'était pas pensé, c'était pas analysé. Hmm. Donc c'est vrai que le transpersonnage, à l'occasion de la sortie du film il y a quelques années, a été remis en avant, etc. Mais Rochette, on le connaît surtout maintenant pour ses bandes dessinées se situent à la montagne, pour au moins, je dirais, les deux, trois dernières, Mm. et avec une grande Oui. attention au paysage. Alors c'est marrant quand tu dis que vous avez pu être en contact, parce que effectivement, avec toi, on va parler plutôt de, plutôt de la mer, etc. Enfin, c'est ce dont on parle maintenant, c'est notre porte d'entrée en tout cas. Et lui, il est vraiment un dessinateur émérite, en tout cas, de la montagne. C'est son créneau. Oui, il a la tête dans les nuages. Ouais, c'est ça. Et évidemment, puisque je suis à Djibouti, il y a tous les cortos maltèses et les éthiopiques notamment, puisque ça se passe à la Corne de l'Afrique. Et corto maltese, j'en deviens assez rapidement folle. Enfin, j'aime sa poésie, sa philosophie. Je crois que personne ne me fait rire autant que le personnage de Rasputin. Et il y a un autre livre aussi fondateur pour moi, c'est L'été indien
Alors, là, le scénario est d'Hugo Pratt et le dessin de Manara. Et c'est vrai qu'une petite fille de 9 ans qui lit du Manara, enfin, qui est soumise aux images de Mhm. Manara, c'est assez peu commun. Mais je pense que dans les années 80, ces images-là arrivaient assez facilement sous les yeux des enfants. Et, et là aussi, dans ce livre, m'a marqué parce que à la fin, il y a le personnage de Phyllis, une jeune femme qui meurt sous les balles et qui dit en mourant, enfin, je cite comme ça de mémoire, hein, je ne suis pas sûre que ça soit ça, je meurs et j'aime tellement la vie. Et c'est une phrase qui est restée très longtemps imprimée en moi, toujours d'ailleurs. C'est une phrase qui me parle beaucoup. Donc voilà, je pense que pour moi, la littérature commence avec la bande dessinée et se poursuit ensuite avec le théâtre. Parce que dès l'âge de 8 ans, Djibouti, je fais du théâtre et je joue dans Peer Gynt d'Ibsen et je fais la petite Elga. Et après, je prends des cours de théâtre. Et avant de vraiment lire des romans, je vais lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de théâtre. Donc voilà, c'est la bande dessinée, le théâtre qui m'amène au roman. Et donc toi, du coup, voilà, à la bibliothèque, entre 7, 8, 9 ans, tu fais ce parcours qui est effectivement pas commun. Et t'as parlé aussi du libraire qui t'offrait des livres. Tu suis un parcours comment au gré de tes envies? Il y a quelqu'un qui te guide un petit peu ou tu défriches par toi-même? Comment tu passes d'un livre, d'un sujet, comment tu chemines là-dedans? Personne ne me guide vraiment. Bon, il y a ce libraire qui choisit les livres pour moi. Après, à la bibliothèque, je chemine, mais c'est vrai qu'à la maison, euh, j'avais un grand frère et mon père, donc il y avait des abonnements pour la BD, la revue à suivre, et également à l'Écho des Savanes. Et je dois avouer qu'à l'âge que j'avais, je piquais en loose dé l'Écho des Savanes, et ensuite le mensuel, alors c'était un mensuel Corto Maltese. Il y avait eu pendant quelques années un mensuel. Donc là, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me nourris essentiellement de bande dessinée. Donc après viendra le théâtre, et après je lis ce qu'on me propose à l'école. C'est-à-dire que ça va être les livres qu'on a peut-être tous lus, le journal d'Anne Frank, l'histoire d'Hélène Keller, il y aura quoi d'autre? L'ami retrouvé d'Ullmann, qui Mhm. m'a beaucoup marqué. Et ce seront ces lectures-là. Et dans la liste que j'ai proposée, j'ai mis aussi La Perle de John Steinbeck, Ouais. parce que c'est un livre que j'ai lu au collège. J'avais eu une fiche de lecture à faire. Et c'est vrai qu'à l'école, je n'étais pas très douée. J'étais le genre d'élève dont on disait le jour où elle se réveillera pour de bon. Mais pour l'instant, j'étais plutôt un peu paresseuse, un peu rêveuse. Voilà, il y avait toujours marqué enfant rêveuse. Et je ne foutais pas grand-chose quoi, à l'école. Et en français, je crois que ma prof était un peu désespérée, alors que moi, je mettais beaucoup de bonne volonté. Et du coup, quand j'ai lu La Perle de John Steinbeck, il y a quelque chose qui s'est un peu réveillé, s'est rendormi ensuite, hein, mais qui s'est un peu réveillé parce qu'il me semblait avoir bien compris le livre. Il m'avait beaucoup touchée. C'est l'histoire d'un couple, alors je pense que ça se passe au Mexique, un couple dont l'homme est pêcheur, et pêcheur de perles. Et le couple a un petit bébé qui se fait piquer par un scorpion et il faut absolument trouver de quoi sauver l'enfant. Et je pense que pour la première fois, j'avais dû avoir la moyenne ou une bonne note à ma fiche de lecture. Et il y a un autre moment aussi important, c'est la ligne droite d'Yves Gibault, parce que l'auteur était venu nous rencontrer au collège. J'étais en quatrième et sa présence m'avait vraiment bouleversée et touchée. Mais malgré ça, je demeurais pas très bonne élève. Je n'arrivais pas tellement à décoller. Il a fallu attendre quand même l'entrée au lycée où, où les choses s'affermissent et enfin voilà, enfin, que je me réveille à tout. C'est-à-dire que je me suis réveillée au même moment aux mathématiques, au français. Et je me souviens qu'en seconde, de moi-même, c'était pas au programme, j'avais décidé de lire Mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand.
Oui, qui est peut-être pas le plus abordable de tous les livres, y compris si on prend les classiques. Ouais, ouais, et je l'avais choisi, j'ignore pourquoi. J'avais dû voir un tableau représentant Chateaubriand et il devait être face à la mer. Ça devait être à Saint-Malo, je pense, enfin, peut-être l'image est connue et j'ai dit: «Oh, je vais le lire» et je l'avais lu, j'avais proposé à ma professeure de français d'en faire un exposé et elle avait été, assez étonnée parce que j'étais donc toujours pas la meilleure élève de sa classe, mais je commençais quand même à toucher un peu, ma bille et du coup, voilà, parce qu'elle-même avait dû avouer qu'elle l'avait jamais lu et Alors, dans des lectures peut-être, enfin, en tout cas, moi, qui m'ont un peu surprise, alors tu précises en plus qui m'ont un peu surpris, pardon, tu m'as indiqué une petite précision. Il y a aussi, je ne sais pas pour le coup à quelle époque ça correspond, tu as aussi indiqué San Antonio, qui est un peu moins une lecture classique, mais donc avec la précision de dire tous ceux des débuts. Donc, comment les situer, ceux des débuts, et à quel moment tu commences à lire ça? je suis en faculté, c'est en fait, chez ma grand-mère, il y a tous les Santonios, mais enfin, elle les achète toujours. Ça devait être des lectures de mon père et de mon oncle, je pense, quand ils étaient jeunes et du coup, je les ai récupérés au décès de ma grand-mère, ils sont chez moi et c'est vraiment une lecture, heu, pas presque jouissive, je veux dire, c'est pas ça, mais c'est que j'ai jamais autant ri, peut-être si, il y a des scènes dans certains romans Gary qui m'ont fait faire rire autant, mais c'est-à-dire que je me souviens que non, ça devait même j'ai dû commencer au lycée parce que j'avais été opérée de l'appendicite, j'étais à l'hôpital et j'avais au lieu de me faire des points de suture, on m'avait mis des agrafes et pour me sortir un peu de mon marasme, ma grand-mère m'avait ramené, quelques Santonios et je me souviens d'une scène où c'est, Pinot qui grimpe sur un gratte-ciel. Enfin, je saurais plus dire la scène, mais je me souviens que c'est l'inspecteur Pinot qui grimpe sur un gratte-ciel et je me souviens, j'avais ri et j'avais fait sauter une des agrafes de ma cicatrice et l'infirmière qui est obligée d'arriver en courant pour éponger le sang et je et voilà, enfin, Frédéric Dard me fait beaucoup rire et je trouve que, dans sa grivoiserie, il y a quand même une certaine, philosophie, qui me parle beaucoup, je sais qu'il y a une phrase de lui, que je retiens souvent. Alors, il s'avère que c'est à propos de François Mitterrand, mais moi je l'applique à tous les êtres humains que nous sommes. C'est-à-dire, cet homme a, un pied sur une peau de banane et l'autre dans la tombe et j'ai l'impression non mais que chacun d'entre nous, toute la vie, il avance comme ça, avec un pied sur une peau de banane et l'autre dans la tombe. Enfin, voilà, il y a quelque chose, moi, la philosophie de vie de San Antonio, me plaît beaucoup. Puis il y a certains passages qui me font, vraiment rire et alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on en dirait de San Antonio d'ailleurs. Plus personne n'en parle vraiment et personne ne s'intéresse à ce qu'il y a dans ces pages, voilà. Mais moi, je sais que ça a été, quand j'étais jeune adulte, enfin entre 18 et 24 ans, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu, ouais et en me disant toujours: «Un jour, j'aimerais, parvenir à faire rire quelqu'un en écrivant». Puisque tu parles d'écriture, tu réponds déjà un peu en partie à la question, mais est-ce que déjà à ce moment-là, je ne sais pas, est-ce que tu envisages d'écrire? Est-ce que tu te dis je vais écrire? Est-ce que tu as un regard déjà d'autrice ou de future autrice sur ce que tu lis, ou est-ce que ça viendra plus tard? Non, je pense que ça vient déjà assez tôt. Mes profs de fac de droit d'ailleurs s'arrachaient les cheveux, parce que je leur faisais des dissertations de 14 pages et parfois je faisais même, rimer les mots, c'est-à-dire que je pense que j'ai fait une dissertation en première année sur notamment l'article 49.3 de la Constitution où, où j'avais fait des jolies phrases et j'avais tout révolutionné. Non, je pense déjà à écrire, mais j'écris déjà en fait, j'ai écrit des lettres d'amour, à un homme en fait et chaque lettre d'amour est une histoire que j'invente en fait, donc enfin j'ai pas l'idée d'écrire des romans, mais j'écris pour quelqu'un, pour une personne en particulier, des histoires, toutes les semaines. Un lecteur en particulier et un lecteur qui se dit lui-même, le lecteur idéal. Ah, bah, Donc c'est une bonne façon de commencer. Commencer avec comme premier lecteur le lecteur idéal, c'est quand même ouais. c'est une bonne base. Romain Gary, tu en as parlé tout à l'heure.
Tu as indiqué les racines du ciel dans la liste. En fait, c'est tous. Tous, d'accord. Mais Ouais. pour le coup, alors je te laisse en parler, mais c'est vrai que je voyais plutôt le lien entre les racines du ciel, on va dire, dans l'œuvre de Gary, le lien entre les racines du ciel et peut-être les choses dont on a déjà un peu parlé et dont on va parler me semblait un peu plus évident. Mais sujet libre, vas-y, tu peux nous parler de Romain Gary. Non, mais les racines du ciel, justement, parce que ça avait un lien, puisque c'est effectivement aussi un éveil écolo, notre rapport à l'ensemble du vivant, et là, notamment les éléphants. De Romain Gary, il y a aussi cette lettre magnifique à l'éléphant. Romain Gary, en fait, c'est tout. Le premier Romain Gary que j'ai lu, c'est Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Et après, je les ai tous lus, et c'est des livres que je lis plusieurs fois. Les Racines du ciel, je les lis 3 ou 4 fois. Il y a Adieu Gary Cooper, que j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et aussi un qui s'appelle Mes trésors de la mer Rouge, parce qu'il s'avère qu'en 75, pendant 1 an, Romain Gary a été consul de France à Djibouti. Et il en a ramené lui aussi des trésors, pas les mêmes qu'Henri de Montfred, mais d'autres. Et c'est un tout petit livre que peu de gens ont lu. Et Romain Gary, ça va au-delà même de l'écriture. C'est-à-dire que, alors moi, je suis plutôt de gauche, et que lui, c'est un gaulliste, mais en même temps, il y a quelque chose chez lui qui me fascine dans son être, dans sa fragilité, dans son suicide. Et, et voilà, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai des poissons rouges, ils portent tous le nom d'un héros de Romain Gary. Je me souviens d'un qui s'appelait Fosco Zaga, comme dans Les Enchanteurs. Non, mais vraiment, et à quel âge? À 19 ans, je me fais couper les cheveux comme Jean Seberg et je m'achète un t-shirt New York Herald Tribune. Non, mais vraiment, hein, là, j'avoue que Romain Gary a un peu transformé ma vie. Et parfois, même quand j'écris, je me dis, mais cette idée-là, Romain Gary, ne l'a-t-il pas déjà eu? J'ai tellement absorbé, j'ai tellement lu Romain Gary, que des fois, je me dis, mais en fait, si ça se trouve, l'idée n'est pas neuve. Enfin, nos idées ne sont jamais très neuves en même temps, hein, mais c'est toujours les mêmes, dites sous des formes différentes. Mais enfin voilà, Romain Gary est très important. Son humour, son autodérision vont tout à fait avec son malheur, avec sa douleur d'être, et, et tout ce qu'il considère que nous sommes capables de faire comme dégueulasseries, nous les êtres humains. Que ça aille des génocides jusqu'à l'assassinat des éléphants. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté, qui compte encore beaucoup. Quand j'écris mes propres romans, faut toujours, j'ai pas des marottes, mais il faut toujours que autour de moi j'ai des livres. Donc généralement, il y a des livres de Romain Gary, il va y avoir Moby Dick de Melville, Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Et il faut que ces livres m'entourent. Je les ouvre pas, hein, mais il faut qu'ils entourent, qu'ils soient sur mon bureau. Ah oui, il faut qu'il soit physiquement Oui. près de toi. Ok. Ouais. Ah, c'est Voilà. rigolo. Et je m'aperçois qu'il y a très peu de femmes dans les livres. Enfin, il y a peu d'autrices. J'ai donné le nom de peu d'autrices. Or, j'en lis beaucoup. Là, c'est en parlant, là, je m'aperçois que je cite très peu de femmes. Or, j'en ai lu aussi beaucoup. Et mais c'est surtout dans les contemporains que je lis beaucoup plus de femmes que d'hommes. Tout ce qui est classique et passé, je lis plutôt. C'est plutôt des auteurs. Puis en même temps, dans les classiques, jusqu'à George Sand, enfin avant George Sand, c'est Madame Lafayette, mais sinon, c'est vrai que voilà. elles ont été invisibilisées, elles ont disparu. C'est vrai que c'est sûrement, entre guillemets, plus facile maintenant, et une grande partie, sûrement même une majorité de la production maintenant est le fait d'autrices. Mais c'est vrai que dans un parcours classique, je ne sais pas comment dire, mais on a tendance, ou la plupart des auteurs qui vont sortir, entre guillemets, sont bien souvent des hommes. Je ne sais pas si tu connais ce livre de Corinne Morel-Darleux qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Non, je ne connais pas, mais le Non. titre est très joli. Alors, le titre est très joli. C'est un tout petit bouquin qui a été édité aux éditions Libertalia il y a 2-3 ans. Corinne Morel-Darleux, elle est autrice, militante très impliquée dans les luttes, entre autres climatiques. Et ça s'inspire de l'histoire de Moitessier, le marin,
qui a refusé de finir, je sais plus quelle grande course il était sur le point de gagner, il a refusé de la terminer dans les années 70, quasiment à la dernière minute, parce qu'il voulait pas retourner à la société moderne. Et en fait, il a fait passer un billet à un cargo qu'il a croisé, il leur a dit « Je pars pour sauver mon âme ». Et en fait, il est parti dans les îles du Pacifique où il est allé vivre parce qu'il voulait pas retourner dans ce monde un peu fou. Et en fait, à partir de cette réflexion-là et de donc cette phrase-là, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, elle fait toute une réflexion sur comment vivre, entre guillemets, à l'heure de l'effondrement et où trouver du réconfort dans des actes beaux et aussi beaucoup dans la littérature. Et elle s'appuie, entre autres, aussi beaucoup sur Romain Gary et sur Les Racines du ciel. Et du coup, ça m'a fait penser à ça parce que c'est un livre qui est très poétique, qui est plein d'espoir, même si c'est sur un sujet, un peu dur, et qui recroisait quelques-unes des choses dont on a parlé. Mais écoute, si t'as l'occasion de le lire, il est vraiment, je dirais qu'il fait 80 ou 90 pages, et c'est un beau livre à lire, et je trouve que c'est aussi un beau livre à offrir. Je lirai parce que ouais, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie. Mais c'est vrai que le titre est, le titre est chouette, et pour l'avoir vu, moi, avec des clients et tout, c'est un titre qui interpelle et qui donne envie. Et c'est vrai que les retours des clients très fréquemment, et c'est quand même quelque chose qui fait chaud au cœur de temps en temps, c'est aussi que c'est un livre qui fait du bien et qui aide à traverser notre période. Non, puis l'histoire de Bernard Moitessier est incroyable. Enfin, voilà, ça. Oui, oui, moi Mmh. ça m'a, pour le coup, je l'ai découverte. Donc si tu la connais mieux que moi, j'espère que j'ai pas dit de bêtises parce que j'ai vraiment résumé à grands traits. Mais c'est quelqu'un d'incroyable, ouais, effectivement. Non, c'est ça, oui, mais Donc il a écrit quelques livres hein, sur ses propres expériences, Vagabond des mers du Sud ou quelque oui, chose c'est comme ça, ça. Vagabond des mers du Sud, ouais. C'est ça. Mmh. Et entre autres, je crois qu'il a mené aussi tout un combat pour faire replanter des arbres. Je crois qu'il a mené plein de campagnes pour ça en disant qu'il fallait remettre de la nature dans nos villes. Euh, Tant qu'on est encore, entre guillemets, dans la mer, euh, est-ce qu'on parle un petit peu du monument de Moby Dick? Est-ce que tu nous racontes, est-ce que tu nous parles de ton Moby Dick à toi? Alors mon Moby Dick, ouais, mon Moby Dick à moi, je pense que ça vient aussi de l'enfance. Alors c'est très curieux, l'histoire que je vais raconter. Moby Dick, je l'ai en beaucoup d'exemplaires, en anglais, en français, sous forme de livre pour enfants. J'ai un tatouage, mon seul et unique tatouage qui représente Moby Dick avec une phrase, tirée du livre. Hem, Comment raconter ça? C'est qu'enfant toujours, à Djibouti, il y a une légende, qui traîne depuis les années 70. Heu, Cousteau, commandant Cousteau serait venu, avec la Calypso, dans la passe du Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb en arabe, c'est, la baie en ruine. Non, pardon, le Goubet el-Karab. Bab el-Mandeb, c'est la porte des larmes, c'est encore autre chose, c'est le détroit. Et donc le Goubet el-Karab, donc la baie en ruine. Et il aurait plongé une cage à requins avec à l'intérieur une carcasse de dromadaire. Et quelques minutes plus tard, il remonte la cage, il n'y a plus de dromadaire dedans et la cage est complètement broyée. À partir de là, on imagine qu'il y a une créature dans cette passe assez incroyable et peut-être encore inconnue des hommes. Donc la légende veut que l'année suivante, la Calypso revienne au Goubet el-Karab et en font la même expérience, mais cette fois-ci, ils descendent en plongée et ils filment. Et quand ils remontent à bord du bateau, Cousteau dit ce que j'ai vu sous l'eau, l'humanité n'est pas encore prête à l'accepter. Et la vidéo serait de mauvaise qualité. Enfin, la légende veut que cette vidéo demeure quelque part. Et non, mais tout le monde connaît cette histoire à Djibouti. Hein, et on peut, sur les sites de zoocryptologie, on la trouve. Il y a une BD aussi qui est parue là-dessus, parce que plusieurs hypothèses, du coup, sont avancées. Est-ce que, comme c'est près de la faille qui sépare la plaque arabique et
la plaque africaine, à l'époque où tout ça s'effondre, ça n'a pas enfermé un océan préhistorique, et donc s'il n'y a pas un animal préhistorique qui pourrait s'échapper de la fosse qui fait je ne sais pas combien de mètres, d'autres pensent que c'est le mégalodon, etc. Donc moi, depuis que je suis enfant, j'imagine qu'il y a un monstre, mais qui est notre propre reflet, ne serait pas en train de hanter nos mers et nos océans. Et je suis toujours à la recherche depuis l'enfance de cet être-là. Et je pense que j'ai dû faire un amalgame. Et l'histoire de Moby Dick, pour moi, c'est l'histoire de cette créature de mon enfance après laquelle je cours. Et sûrement, en fait, que c'est chargé de plein d'autres choses, que c'est pas seulement ça. C'est un symbole, c'est le Léviathan, c'est tout ce qu'on veut, c'est l'inconnu. Et, et c'est pour ça aussi que, et parfois j'ai honte de le dire, mais finalement, maintenant, le temps passant, j'ai plus peur d'être ridicule, qu'un de mes films favoris, c'est Les Dents de la Mer. Mais pour les mêmes raisons, parce que j'ai l'impression que c'est la même histoire que Moby Dick, philosophiquement et psychanalytiquement parlant. Donc voilà, de courir après ce monstre qui est peut-être notre propre reflet, courir après l'inconnu, courir après ce qui est plus grand que nous. Après, le livre de Melville en lui-même, c'est une somme, c'est une écriture également, et cette dimension mystique très importante, cette course acharnée. Et le capitaine Ahab, est-ce qu'il est un fanatique, ou le fanatique est Herman Melville qui écrit ce livre? Qui est le plus fou, en fait? Celui qui fait ce monstre de littérature, ou celui qui court après ce qu'il croit être un monstre, juste un pauvre cachalot blanc qui n'a rien demandé à personne. Donc voilà, et puis tous les personnages secondaires, voilà, des harponneurs, baleiniers, Optimus. Donc voilà, j'aime tout dans ce livre, et ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est la difficulté de le lire au départ. Quand on est jeune, se mettre à la lecture de ce livre et d'aller jusqu'au bout. J'en connais beaucoup qui ont renoncé. Et voilà, peut-être une montagne à gravir quand même, ce Moby Dick, qui est un livre de mer. Et moi, j'aime les livres de mer. J'aime quand le soleil tape sur les barques. J'aime quand la tempête se lève. Voilà, quand les éclairs fendent le ciel. Et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses dans Moby Dick pour moi. Merci de nous l'avoir présenté comme ça. Je te propose qu'on parle la semaine prochaine des livres plus professionnels. Là, je pense que tu nous as fait donc de tes livres, et puis de ceux un peu plus contemporains, on va dire. Tu nous as fait un très joli et un beau panorama ensemble. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais merci beaucoup pour cette première partie, et à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. C'était le 9e épisode de Constellation de papier, un épisode enregistré à distance entre Marseille et Saint-Chamas au bord de l'étang de Berre le 28 mars et mixé et monté le 3 avril à Bordeaux. La malédiction du distanciel se poursuit, mais on garde espoir. C'est aussi une occasion manquée de passer un peu de temps au bord de l'étang de Berre, dont on reparlera la semaine prochaine, et auquel Franck Pourcel et Jean-Louis Fabiani ont consacré en 2006 un livre magnifique, La petite mer des oubliés. C'est d'ailleurs une photo issue de ce livre qui a été reprise en couverture de Maritima, un des romans de Sigolène Vincent. La boucle étant bouclée, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre soutien. À bientôt!